En attendant que quelques personnes arrivent encore, donc je présente Raphaël Künzler, que nous avons le plaisir d'écouter maintenant. Raphaël Künzler enseigne à l'université Jean Jaurès à Toulouse. Ses travaux portent sur la métaphysique, la philosophie de l'histoire des sciences et l'épistémologie de l'interprétation. Il est l'auteur d'un livre à paraître chez Hermann cette année, « Faut-il croire les scientifiques ?» Merci. Donc d'abord, je voulais remercier Madame Claudine Vircelin pour son invitation, Jean-Baptiste Guillon, Alexandre Declos. Pour moi, c'est un très grand honneur d'être ici. C'est un endroit qui est très important puisque j'ai fait ma thèse en lycée et que les cours au Collège de France qui étaient rediffusés en ligne m'ont vraiment aidé à tenir en fait, sur la licence. Donc c'est vraiment voilà, pour moi un moment important en fait, de parler ici. Alors, je vais commencer par une question. Est-il plus légitime de croire aux quarks qu'aux ondes télépathiques, alors que, dans un cas de ces deux cas, nous n'avons pu voir de nos propres yeux ces entités. Les philosophes qu'on désigne comme antiréalistes scientifiques répondent à cette question par la négative. L'antiréalisme scientifique est la thèse selon laquelle les scientifiques ne parviendraient pas à connaître des inobservables. Par inobservable, il faut entendre ici tout objet impossible à percevoir directement. Une proposition qui décrit des réalités inobservables est souvent désignée, et c'est ainsi que je la désignerai aussi, comme proposition théorique. Les théories scientifiques devraient alors être comprises comme des instruments permettant seulement de déduire de manière efficace le plus grand nombre possible de régularités empiriques, expérimentalement connues, mais nullement comme des descriptions de la structure du monde. Une telle position est désignée comme instrumentaliste. L'instrumentaliste, c'est la position qu'adoptent les antiréalistes quand ils ne rejettent pas en bloc l'autorité de la science, mais qu'ils s'efforcent, au contraire, de rendre compte des connaissances que nous apportent les chercheurs. Mon exposé va avoir pour objet l'un des principaux arguments instrumentalistes, argument dont le concept pivot est celui de principe métaphysique. Une première formulation de cet argument s'appuie sur le caractère conflictuel des principes métaphysiques. On le trouve notamment dans le premier chapitre du livre de Pierre Duhem, La théorie physique, son objet, sa structure. Donc, je vous donne l'argument, ce n'est pas l'argument sur lequel je vais travailler, mais c'est l'argument tel qu'on le trouve chez Duhem. Première prémisse, la connaissance de principes métaphysiques doit fonder la connaissance des inobservables, donc une proposition d'indispensabilité. Il n'est pas possible de connaître les objets inobservables si on ne s'appuie pas sur les principes métaphysiques. Deuxième prémisse, les principes métaphysiques sont conflictuels. Par conséquent, chercher à connaître les inobservables conduit à des conflits. Or, la scientificité d'une recherche a pour condition nécessaire l'existence d'un consensus. Par conséquent, selon Duhem, chercher à connaître les inobservables serait antiscientifique. Pierre Duhem illustre cet argument par la manière dont les aristotéliciens, les newtoniens, les atomistes et les cartésiens, c'est-à-dire des personnes qui ont des engagements métaphysiques distincts, répondent à la même question de l'explication de l'élémentation du fer. L'aristotélicien, qui part du principe métaphysique selon lequel toute substance est constituée de matière et de forme, explique cette aimantation par une modification dans l'aimant par l'aimant d'une forme substantielle du fer. L'atomiste, qui part du principe métaphysique selon lequel tout est constitué d'atomes et de vide, explique l'aimantation par un déséquilibre entre des atomes qui constituent le fer par la présence de l'aimant. Le newtonien Boscovich, qui part du principe métaphysique selon lequel la matière est constituée de points dénués de masse mais s'attirant à distance, voit dans l'aimantation la manifestation de cette propriété générale. Tandis que Descartes, partant du principe que la matière n'a pas d'autre propriété que l'étendue et que toute étendue est matérielle, doit recourir à une version de la théorie des tourbillons pour expliquer l'aimantation. Duhem remarque que chacune de ces écoles rejette l'explication proposée par la précédente comme purement verbale, car mobilisant des entités et des propriétés dont elle refuse l'existence, en fonction de décisions qui sont a priori sur ce que doivent être les constituants ultimes de la matière. Alors cet argument ne me semble pas satisfaisant, mais je vais essayer de le reformuler. Pourquoi n'est-il pas satisfaisant? Parce qu'on peut lui objecter d'emblée que l'existence de conflits n'exclut pas l'existence de la connaissance. Un camp peut avoir raison,
et un autre tort. Les rationalistes scientifiques sont d'ailleurs en conflit avec les pseudo-scientifiques pour savoir ce qui compte comme scientifique. Cela ne les empêche pas de croire qu'ils ont raison. Par conséquent, on pourrait sauver la puissance de production de consensus de la science en définissant la science comme une enquête qui est guidée par une ontologie vraie, donc l'une de ces 4 ontologies, par exemple, que j'ai citées. Pour que l'argument antiréaliste porte réellement, il faut donc ajouter qu'aucune proposition métaphysique n'exprime de connaissance. Il faut donner une version épistémologique à cet argument. Alors, je vous donne tout de suite la formulation de cet argument. Donc, on peut l'appeler l'argument positiviste. Donc, la première proposition est maintenue. La connaissance métaphysique doit fonder la connaissance des inobservables. Donc, c'est une proposition d'indispensabilité. Deuxième proposition, les principes métaphysiques sont inconnaissables. Une proposition d'inconnaissabilité. Et enfin, il est faux que nous connaissions les réalités inobservables. Donc, l'idée la thèse de l'antiréalisme scientifique. Alors, pour pouvoir justifier travailler sur cet argument, il faut préciser ce qu'on entend par connaissance. Puisque, malheureusement ou heureusement, je vous laisse le soin de prendre position sur cette question, depuis les travaux de Guettier, il y a une prolifération des concepts possibles de connaissance. Si bien que, pour donner une version satisfaisante de l'argument, il faut déterminer avec quel concept de connaissance on travaille. Alors, je vais partir du concept le plus trivial de connaissance, c'est le concept fondationnaliste de connaissance. Oh, pardon, je vais revenir là-dessus après. Donc, juste un mot encore de définition pour faire marcher l'argument. Donc, la conception fondationnaliste de la connaissance, on peut la définir par plusieurs propositions. Alors, d'abord, on prend une définition très générale de la connaissance qui a été contestée par Guettier. Donc, une connaissance est une croyance vraie justifiée. On peut définir la justification comme le fait qu'une croyance est justifiée si elle est nécessairement vraie. On peut ajouter à la définition de la connaissance un principe de factivité, c'est-à-dire que la connaissance que P implique la vérité que P. Un principe de réflexivité, donc si je sais que P, alors je sais que P. Un principe d'antisymétrie, alors si P justifie Q et si Q justifie P, alors P et Q sont identiques. Ça signifie que j'ai choisi un principe d'antisymétrie et pas d'asymétrie pour laisser une place pour la possibilité qu'une proposition se justifie elle-même. Mais, mis à part ce cas-là, si on élimine les cas de réflexivité, si vous avez P qui justifie Q, alors Q ne justifiera pas P. Un principe qui va être important pour nous, c'est un principe de récursivité, c'est-à-dire qu'une bonne justification doit s'appuyer sur une connaissance. Donc si P justifie Q, et si P et Q sont distincts, donc pour éviter les cas d'auto-justification, et si P est alors P doit être une connaissance. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les... Oui, c'est ça. P est une connaissance. Donc la justification d'une connaissance mobilise une autre connaissance. Et enfin, un dernier principe qui est important, c'est un principe de hiérarchie évidentielle, c'est-à-dire que si P justifie Q, la certitude de P doit être supérieure ou égale à celle de Q. C'est-à-dire que si je veux vous justifier une proposition en recourant à d'autres propositions, il faut que ces propositions soient plus évidentes pour vous que celles que je cherche à justifier. Voilà. Alors, maintenant, pour voir je reviens un tout petit peu en arrière. Donc, quelles sont les stratégies possibles de réponse à l'argument positiviste? Il y a 2 grandes stratégies possibles pour refuser la conclusion antiréaliste. La première manière de réagir est la stratégie naturaliste, qui consiste à rejeter la proposition d'indispensabilité. C'est-à-dire qu'on rejette l'idée que la connaissance métaphysique soit nécessaire pour fonder la connaissance des inobservables. C'est une stratégie qui a été notamment développée par Putnam, donc un des multiples Putnam qu'on connaisse, le Putnam de 1975, qui a donné un argument qu'on appelle l'argument du non miraculeux. Et donc cet argument dit que le succès des théories scientifiques, donc un fait qui est incontestable, qui est empirique, serait inexplicable si les théories scientifiques étaient fausses. Donc, la légitime, c'est que les théories scientifiques sont vraies. Il semble que cet argument ne mobilise aucune proposition métaphysique, mais seulement des propositions empiriques associées à l'idée que c'est la meilleure explication possible. Donc c'est une voie possible. Ça ne me semble pas être une voie satisfaisante pour une raison très simple, c'est qu'il me semble que l'argument de Putnam marche par rapport, quand on s'adresse à des philosophes. Donc c'est effectivement, dans le discours entre philosophes, il ne mobilise pas de propositions métaphysiques, mais en revanche, il ne montre pas que les scientifiques eux-mêmes n'utilisent pas de propositions métaphysiques quand ils cherchent à connaître des inobservables. Donc pour cette raison-là, je préfère
envisager une autre voie. Alors j'ai trouvé le nom, j'ai mis des petits points d'interrogation et un quart d'heure avant, je me suis dit que j'allais appeler ça le transcendantalisme, donc ça a probablement changé. Je n'ai pas d'affection particulière pour ce mot-là, mais je me suis juste dit que c'était un peu laid d'avoir juste des points d'interrogation pour la deuxième voie. C'est le rejet de la proposition d'inconnaissabilité. C'est-à-dire que ça consiste à accepter la première proposition. Il est vrai que la connaissance des objets théoriques est impossible si on refuse l'existence de principes métaphysiques connus. Mais en revanche, la deuxième proposition est fausse. Les propositions métaphysiques peuvent être connues. Alors, ma stratégie pour soutenir la deuxième proposition, c'est de distinguer deux types de principes métaphysiques. Donc des principes métaphysiques maximalistes, maximum, et des principes métaphysiques minimalistes. Pourquoi ? Parce que l'idée est de faire une concession à l'instrumentaliste en lui reconnaissant le fait que l'existence de conflits, où on va voir sur les arguments qu'il donne, il peut y avoir une incontestabilité métaphysique, mais qu'elle concerne seulement un groupe des principes métaphysiques et pas un autre groupe. Donc ça va être la structure de mon argumentation qui suppose de distinguer deux catégories de principes métaphysiques. Voilà. Alors, l'objectif de ma présentation, c'est de parvenir à identifier cette catégorie. Comment faire ? Pour identifier ces principes minimalistes, ma stratégie va consister à d'abord examiner les prémices de l'argument instrumentaliste pour essayer de voir si l'instrumentaliste lui-même n'est pas obligé d'accepter des principes métaphysiques quand il soutient qu'il existe une connaissance scientifique. Et si jamais il accepte des principes scientifiques, des principes métaphysiques, l'instrumentaliste, alors ces principes scientifiques seront des principes minimums, puisque l'instrumentaliste refuse les principes maximums. Donc les principes minimums, c'est ce qui reste quand l'instrumentaliste est passé par là, en quelque sorte. Alors, je vous donne le plan de la présentation. Donc l'exposition du problème, c'est fait. Donc, dans une deuxième partie, on va examiner les prémices de l'argument positiviste, donc les deux propositions. Ensuite, on va examiner la manière dont Duhem semble éviter, ou anticipe en fait sur la possibilité de la critique que j'adresse à l'instrumentalisme. Et enfin, je vais essayer d'expliquer essayer de découvrir ces principes métaphysiques minimalistes, ou en tout cas quelques-uns d'entre eux. Voilà, alors, donc on va d'abord examiner la première proposition. Pourquoi est-ce que les propositions métaphysiques semblent indispensables pour justifier les propositions théoriques? Alors, la forme de mon argument va consister à essayer d'imaginer qu'on puisse justifier des propositions théoriques sans passer par des propositions métaphysiques et à montrer que ça ne marche pas. Pour ça, je vais m'appuyer sur deux grands auteurs. Donc, d'abord Carnap, dans The Philosophical Foundation of Physics, et sur Bas van Fraassen, qui, dans Loi et symétrie, consacre un chapitre à l'inférence à la meilleure explication. Donc, je reconstruis leur argument, c'est ma version de leur argument, mais bon, je m'appuie sur eux. Alors, première hypothèse que je vais éliminer, ce serait que l'observation est suffisante pour connaître les inobservables. Évidemment, c'est une hypothèse qui est absurde, puisque, pour que ça soit plus concret, on va imaginer qu'on parle d'une molécule. Comment est-ce qu'on peut justifier la proposition sur laquelle les molécules existent? Alors, première justification épistémique possible, qui ne recourt pas à la métaphysique, c'est simplement l'observation. Par définition, les molécules sont des objets inobservables, donc l'observation ne vous aidera pas. Ce n'est pas par observation que les scientifiques sont parvenus à connaître les molécules. Deuxième hypothèse possible, donc on peut utiliser l'induction pour justifier la connaissance inobservable. C'est-à-dire que non seulement on a l'expérience, mais en plus on utilise une machinerie rationnelle qui permet de justifier les propositions sur la base de cette expérience. Carnap fait remarquer que toutes les inductions du monde ne pourront jamais conclure à l'existence d'une molécule, parce que même si vous généralisez toute votre expérience, vous ne pourrez jamais former le concept ni justifier la proposition de molécules. Donc, je pourrais revenir, il y a un argument peut-être plus précis que celui-là, je pourrais revenir après s'il y a une question, mais bon, imaginez votre expérience courante, vous généralisez, jamais vous n'arrivez là à l'idée de molécule sur la base d'une généralisation. Alors, du coup, comment est-ce qu'on connaît la notion de molécule? Alors, il y a une autre méthode possible, c'est la méthode hypothético-déductive, donc, qui consiste à supposer l'existence de molécules et à déduire de cette existence des phénomènes observables expérimentalement et
à conclure, si on parvient à opérer cette déduction, que les molécules existent. Donc c'est la méthode hypothético-déductive. Cette méthode a un tout petit problème, c'est qu'elle repose sur une erreur logique, l'affirmation du conséquent. Alors que si vous avez une hypothèse qui permet de déduire un phénomène empirique, c'est juste absurde de penser que la constatation de l'affirmation du fait empirique prédit par l'hypothèse valide l'hypothèse. Je vous donne un exemple. Michael Jackson, si je suis Michael Jackson, alors je sais faire la moonwalk. Or, je sais faire la moonwalk. Alors, ça ne fait pas partie de mon exposé de vous démontrer ce fait-là, mais je vous demande de l'accepter. Et donc, je suis Michael Jackson. C'est un argument qui a la forme une forme hypothético-déductive. Vous voyez bien que c'est absurde. Alors, pourquoi est-ce absurde? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce qu'il existe d'autres hypothèses alternatives à l'hypothèse « si je suis Michael Jackson, alors je sais faire la moonwalk » qui ont la même conséquence. C'est pour cette raison-là que la conclusion n'est pas nécessaire, puisqu'il y a ces implications alternatives qui font que la conclusion est fausse. Ça nous donne une quatrième possibilité de justification, c'est que finalement, si je veux transformer une affirmation du conséquent en un raisonnement valide, il suffit tout simplement de faire la liste de toutes les implications possibles, les éliminer les unes après les autres, et garder celle qui demeure. Donc, en philosophie des sciences, on appelle ça une inférence à la meilleure explication. Donc ça sera une quatrième hypothèse, c'est que l'inférence à la meilleure explication est suffisante pour connaître les objets inobservables. Alors je vous donne un schéma de la manière dont fonctionne une méthode d'inférence à la meilleure explication qui est représentée au centre. Donc, vous avez d'abord des données empiriques, puisqu'il faut que vous expliquiez les données empiriques pour avoir une inférence à la meilleure explication. Vous avez un stock d'hypothèses qui sont en compétition, et vous avez des méthodes d'évaluation, puisqu'il s'agit de choisir la meilleure explication de toutes les explications possibles. Cependant, comme Van Fraassen a beau jeu de le remarquer, cette méthode n'est pas non plus satisfaisante pour deux raisons. Parce qu'elle s'appuie sur des présupposés évaluatifs et sur l'idée que le stock d'hypothèses est limité. Si le stock d'hypothèses est infini, alors il est impossible de conclure par inférence à la meilleure explication au fait qu'une hypothèse est la bonne. Puisque même si vous éliminez 1 milliard d'hypothèses, il en restera toujours que vous n'aurez pas éliminé, et donc il sera toujours possible que ce soit une de ces hypothèses qui soit en réalité la bonne. Deuxième aspect, donc la dimension d'évaluation de l'argument, c'est que Van Fraassen fait remarquer que un des critères, donc ce qu'on appelle des vertus théoriques, qui permettent d'évaluer des théories en essayant de déterminer laquelle a le plus de valeur, laquelle il faut préférer, un des critères importants, notamment, c'est la simplicité. C'est un exemple. Van Fraassen fait remarquer que penser que l'hypothèse la meilleure et celle qui est la plus simple, c'est prendre position sur la structure ultime du monde. Peut-être que le monde est compliqué. Et donc, penser qu'il faille, par principe, privilégier les hypothèses simples, c'est déjà prendre une décision métaphysique. Donc, pour éliminer le problème, pour fermer le nombre d'hypothèses possibles, il faut aussi prendre une position métaphysique, puisque la métaphysique, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne, donc on peut la définir comme la science du possible, et en définissant les possibles, la métaphysique nous permet aussi de savoir ce qui est impossible. Donc comment est-ce qu'on fait pour limiter le nombre d'hypothèses possibles? C'est qu'on s'appuie sur selon Van Fraassen, sur une représentation a priori de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et cette représentation-là, qui est nécessaire pour que l'inférence à la meilleure explication fonctionne, n'est pas donnée par l'inférence à la meilleure explication elle-même, mais elle est présupposée par elle. Et donc, comme c'est le meilleur modèle d'inférence qu'on dispose pour justifier nos croyances dans les objets inobservables, nos justifications théoriques présupposent des prises de parti métaphysiques. Là, c'était pour la première proposition. Bon, pour la deuxième proposition, je vais aller un petit peu plus vite, déjà parce qu'il y a quelque chose d'étrange à justifier l'idée que la métaphysique est par principe inconnaissable dans une chaire qui associe l'idée d'épistémologie et de métaphysique et dont la leçon inaugurale défendait de manière convaincante l'idée qu'il y a une connaissance métaphysique. Donc je ne vais pas essayer de... je donne les arguments, mais je précise à la portée de mes arguments sur la base du principe suivant lequel les prémices doivent être plus fortes que les conséquences, sur la base du principe de la conception fondationnaliste de la connaissance. Donc, il ne s'agit pas de nier la possibilité qu'il y ait une connaissance métaphysique, mais de nier la possibilité que les principes métaphysiques puissent être mieux justifiés, plus certains que les principes théoriques. Alors, c'est pour restreindre la portée de ce que je dis. Alors, on peut donner 3 arguments
en faveur de la proposition d'inconnaissabilité, un argument qu'on trouve dans le ciment des choses, un argument évolutionniste, c'est-à-dire que nos facultés cognitives seraient le produit de l'évolution, elles seraient bien adaptées pour parler du monde qui nous environne, mais en revanche, dès qu'on se met à parler des constituants ultimes de la réalité, des choses, donc des questions qui ne sont pas utiles pour notre survie, notre boussole yoyote un petit peu. Hein, on n'est pas adapté pour ça. Deuxième argument, donc un argument qui est donné par Duhem, c'est un argument à partir et puis que vous retrouvez chez Kant aussi, qui est un argument qui est classique, c'est l'argument sociologique. C'est que, donc l'argument on peut le formuler de la manière suivante, il existe des accords rationnellement irréductibles sur les problèmes métaphysiques, c'est-à-dire qu'on voit que les métaphysiciens sont très intelligents, ils sont sincères, ils argumentent et ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. L'incapacité à convaincre prouve l'incapacité à donner un argument décisif, et donc la non-possession d'un tel argument décisif. Si on possède un argument décisif, on aurait une connaissance, donc aucun métaphysicien ne dispose de connaissance. Un troisième argument, ça sera un argument logique. Donc, on peut formuler de la manière suivante, c'est que si on doit prendre position sur, si on doit formuler des propositions qui expliquent toutes les autres propositions qui existent dans la réalité, ces propositions, alors si on adapte aussi, c'est un autre présupposé, un modèle nomologique déductif de l'explication, toutes les propositions doivent pouvoir se déduire des propositions fondamentales. Mais si vous raisonnez en termes fondationalistes, vous n'avez que deux options. Soit donc, ces propositions doivent être auto-évidentes, soit il faut pouvoir les déduire d'autre chose. Par hypothèse, on ne peut pas les déduire d'autre chose, et puis l'argument sociologique semble montrer que ces propositions sont peut-être évidentes individuellement, mais elles ne sont pas évidentes, auto-évidentes collectivement. Donc il semble que, effectivement, les propositions métaphysiques soient inconnaissables. Alors quelle est la stratégie qu'on peut employer pour essayer de répondre à contourner cette idée? Pour cela, il faut essayer de voir comment on va utiliser les critiques qui sont faites aux propositions métaphysiques pour avoir un fil conducteur, c'est-à-dire que des propositions minimales seront celles qui éviteront ces trois critiques possibles. Alors, où trouver de telles propositions? Le contexte de notre discussion nous fournit une piste. Puisque notre objectif est de défendre le réalisme scientifique contre l'instrumentalisme, il nous faut chercher quelles sont les connaissances dont l'instrumentalisme admet l'existence. Donc, dans notre discussion, un principe métaphysique sera minimal si l'instrumentaliste doit le tenir pour une connaissance. Alors, dans cette enquête, je vais m'appuyer sur le principe de récursivité de la connaissance. C'est l'idée qu'une connaissance implique une autre connaissance. C'est-à-dire que l'instrumentaliste scientifique, en acceptant l'idée qu'il y a une connaissance des régularités empiriques, constatables, accepte l'idée d'une connaissance, et donc il doit accepter l'idée que cette connaissance, elle est justifiée. Et par là même, il prend le risque, dans sa justification, d'admettre d'autres connaissances qui seront peut-être des connaissances métaphysiques. C'est ça la structure générale de l'argument. Et donc il s'agira en quelque sorte de faire proposer un argument tu quoque, c'est-à-dire en montrant que l'instrumentaliste, lui aussi, admet des principes métaphysiques, c'est une première étape, et ensuite, pour clore l'argument, il faut montrer que ces principes métaphysiques permettent de déduire des énoncés théoriques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de montrer qu'il admet des principes métaphysiques, il faut aussi pouvoir en déduire des énoncés à propos des inobservables. Alors le problème, c'est que Pierre Duhem a anticipé sur cette critique en donnant alors je ne vais pas vous lire le passage, mais en donnant dans sa manière, dans la deuxième partie de la théorie physique, sa manière de représenter le travail du physicien. Alors comment Pierre Duhem présente le travail du physicien? Donc d'abord, Duhem oppose la méthode expérimentale telle qu'elle est décrite par Claude Bernard et la méthode expérimentale telle qu'elle est pratiquée par le physicien. La distinction fondamentale entre les deux, c'est que le physicien utilise des instruments de mesure. Donc, ce que fait la première opération du physicien consiste à traduire la qualité en quantité au moyen d'appareils de mesure. Donc, si vous voulez étudier les gaz, si vous voulez construire une théorie des gaz, ou de la chaleur, la thermodynamique, vous prenez votre gaz, vous le mettez dans un contenant et vous le branchez à plusieurs appareils de mesure qui vont vous permettre de transformer des qualités, la pression qu'on ressent, la chaleur, le volume, en quantité. C'est la première étape. La deuxième étape consiste à mettre en relation ces différentes mesures
et, alors je n'ai pas fait le tableau, mais voilà, et a tracé ensuite des courbes à partir de ces tableaux, pour ensuite, dans une troisième étape, proposer des expressions sous forme algébrique de ces différentes relations. Alors, donc là, ce sont différentes lois qui ont été obtenues sur la base de ce dispositif-là. Simplement, vous avez trois mesures possibles. Pour mesurer des corrélations, vous maintenez l'un des paramètres fixes pour voir comment l'un et l'autre paramètre varient l'un en fonction de l'autre. Et de cette manière-là, vous pouvez obtenir différentes lois du comportement des gaz. Et la dernière étape, donc ça, c'est des connaissances qui sont empiriques pour du M. La dernière étape consiste à trouver une hypothèse dont ces différentes hypothèses qui décrivent, selon du M, les phénomènes, se déduit, et qui est simplement une abréviation. Donc la loi des gaz parfaits, qui n'ajoute pas de connaissances empiriques par rapport aux lois précédentes, mais qui permet de donner une formulation ramassée de ces différentes lois. Et donc pour du M, ça serait une erreur d'interprétation de penser que la loi des gaz parfaits décrit la structure du réel. C'est simplement un instrument qui permet de synthétiser un grand nombre d'énoncés empiriques. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut... alors oui, et donc dernière chose, c'est que du M, en fait, dans sa description du travail expérimental, vise à faire quoi? Il vise à en fait, donner une conception purement algébrique du travail expérimental, de manière à éliminer toute hypothèse métaphysique. Pourquoi? Puisque l'algèbre, la science mathématique pour lui, est une science qui progresse de manière continue, qui est une connaissance formelle, et qui ne suppose pas, pour son usage en tout cas, de principes métaphysiques. Donc en donnant une conception purement algébrique du travail de l'expérimentateur, du M semble bloquer la possibilité qu'on lui dise, en acceptant l'existence d'une connaissance expérimentale, en réalité, Pierre, tu acceptes aussi l'existence de principes métaphysiques qui justifient cette pratique expérimentale. Alors, il me semble qu'on peut s'appuyer sur les acquis de la philosophie des sciences récentes, notamment d'un courant qui s'appelle le néo-expérimentalisme, qui vise à prendre au sérieux le fait que les scientifiques ne sont pas simplement des théoriciens, mais travaillent en laboratoire pour répondre à Pierre Duhem en montrant qu'il a escamoté, avec son modèle du travail expérimental, la réalité de ce que vivent les expérimentateurs quand ils sont sur le terrain expérimental. Alors, pour ça, on peut s'appuyer sur un exemple vraiment qui m'a beaucoup frappé, beaucoup aidé, qui est donné par Ronald Geary dans Explaining Science, qui a donné un schéma du cyclotron de l'Université de l'Indiana, où, en fait, ce que veut dire Geary, donc, lui, il est naturaliste, il ne défend pas du tout l'idée qu'on a besoin de principes métaphysiques pour pratiquer la recherche scientifique, mais en revanche, ce qu'il souligne, c'est que quand on prend un cyclotron, donc quand on fait de la physique fondamentale, il n'est pas vrai qu'on est simplement dans un monde d'algèbre. En réalité, si on prend le plan d'un accélérateur de particules, on peut très bien, on peut s'appuyer sur des intuitions qui sont spatiales pour comprendre, en gros, en très gros, mais malgré tout, avoir une première compréhension de ce qui se passe avec, on voit qu'on peut reconstituer le circuit d'une réalité. Alors, il a ajouté des petits traits pour montrer l'objet qui n'est pas visualisé sur le plan, mais on comprend que voilà, on injecte une particule dans l'accélérateur de particules qui est situé en haut, que ensuite la particule poursuit son chemin et qu'elle va vers des détecteurs. Donc il y a une intuition qui est spatiale, qui est mobilisée par l'expérience de laboratoire. Et donc, en supposant que le modèle de Duhem n'est pas légitime dans la mesure où Duhem élimine par sa représentation algébrique la dimension intuitive du travail expérimental, on peut essayer de se demander quels sont ces éléments que Duhem met de côté et qui sont présupposés par le travail expérimental. Alors, pour faire ce travail, je vais simplement présupposer, je vais essayer de présupposer le moins possible, je ne sais pas si j'y parviendrai réellement, mais en tout cas, l'idée, c'est que le réaliste comme l'instrumentaliste sont d'accord pour dire que les expérimentateurs parviennent à produire des connaissances de lois empiriques. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'implique l'analyse épistémique de cet énoncé? Les scientifiques, les chercheurs, les expérimentateurs connaissent des lois expérimentales. Quelles sont les connaissances qui sont impliquées par l'acceptation de cette connaissance?
Première chose, ça va être des banalités, hein, parce que mon but c'est, alors je suis vraiment désolé, mais mon but c'est de trouver des principes métaphysiques qui sont évidents. Donc maintenant, j'espère que vous allez être convaincus que ce que je vais vous dire, ça va être des évidences, et si vous trouvez vraiment que ça ne valait pas le coup de venir parce que vous n'avez rien appris, bah, c'est une bonne nouvelle, puisque ça signifie que ce que je vous ai dit, c'est tellement altruisme que c'est impossible à rejeter. Alors la première chose, qu'escamote la représentation algébrique de la connaissance expérimentale? C'est que admettre une connaissance expérimentale contraint à admettre l'existence d'une réalité extérieure et indépendante de l'expérimentateur. Ça n'aurait pas de sens pour un expérimentateur de chercher à manipuler des objets de laboratoire s'il ne pensait pas que ces objets existent à l'extérieur de lui. Sinon, on pourrait faire le travail expérimental simplement en dormant et en prenant du LSD, et puis on ferait de très très belles découvertes de cette manière-là. Mais l'expérimentateur, c'est quelqu'un qui d'abord se heurte à la réalité matérielle d'un laboratoire, et donc une première chose, un premier énoncé qui est impliqué par la connaissance expérimentale, une première connaissance qui est impliquée par la connaissance expérimentale, c'est la connaissance du fait que le monde extérieur existe. Alors, c'est peu. On peut se demander si on ne peut pas en trouver voilà, d'autres. Deuxième présupposé de la pratique expérimentale, donc quand on passe d'un tableau à une courbe, alors malheureusement dans mes slides j'ai oublié de faire le tableau, mais quand on passe d'un tableau à une courbe, on passe d'une représentation discrète d'un ensemble d'éléments à une représentation continue. Mais les points qui... quand vous tracez une droite, vous supposez que la droite elle correspond à des points qui sont discrets, et ensuite vous reliez les points. Qu'est-ce que fait l'expérimentateur quand il fait ça? Il présuppose une chose qui, peut-être pour lui est banale, mais qui philosophiquement n'est pas si banale que ça, c'est que les appareils expérimentaux ne sont pas facétieux. C'est-à-dire que l'appareil ne change pas tout d'un coup de comportement entre chaque mesure que fait effectivement l'expérimentateur. On pourrait imaginer qu'au lieu d'avoir une droite ou une courbe, on pourrait avoir, entre chaque point qui est mesuré, un comportement complètement aberrant. Et donc, il n'y a pas de malin génie dans les appareils expérimentaux. Les appareils expérimentaux ne sont pas facétieux. Donc c'est la distinction entre tout simplement le fait que entre la matière et puis l'esprit. La matière n'est pas dotée d'esprit et elle n'est pas non plus anthropocentrique. C'est que les appareils, même s'ils étaient dotés d'esprit, leur objectif, ça ne serait pas de faire des farces à l'expérimentateur. Autre aspect présupposé de la conception, l'idée qu'il y a des connaissances expérimentales des lois physiques, c'est que les mesures expérimentales varient continuellement. Donc le réel est continu. Ce n'est pas rien d'accepter ça. De penser qu'on peut, que les nombres réels permettent d'écrire la réalité, donc il y a une continuité à la fois spatiale et temporelle des processus qui sont mesurés, c'est un engagement métaphysique. Autre présupposé métaphysique élémentaire, c'est qu'il existe des rapports causaux entre les modifications d'un appareil de manipulation et les modifications des appareils de mesure. Donc, c'est un élément qu'escamote Duhem dans son schéma, puisqu'il fait comme si on passait directement d'un appareil de mesure à la quantification, au prélèvement de la quantification inscrite sur l'appareil de mesure. Mais ce qu'il ne voit pas, ou ce qu'il escamote dans sa description, c'est que le fait que les instruments de mesure, c'est d'abord des objets physiques qui interagissent les uns avec les autres causalement. Donc dans sa description, il prélève les chiffres, mais il ne prend pas en compte le fait qu'il y a une interaction réelle entre ces différents appareils de mesure. Donc il existe des rapports causaux entre les modifications d'un appareil de manipulation et les modifications des appareils de mesure. Autre présupposé, donc l'expérimentation mobilise des appareils qui sont numériquement distincts. C'est aussi une banalité, mais si vous prenez une équation, le fait que les chiffres qui composent, ou que les variables de votre équation, les variables algébriques soient distinctes, et l'expression de quelque chose qui n'est pas éliminable, l'expression de la spatialité même du dispositif expérimental. La spatialité de l'équation reflète, en un sens, la spatialité du dispositif expérimental, puisqu'elle reflète le fait que les appareils de mesure sont distincts. Et enfin, je n'aurai pas le temps d'utiliser cette proposition-là, mais l'action expérimentale cause la modification d'un appareil de manipulation, laquelle cause la modification d'un appareil de mesure. Donc, en fait, ce que vous observez quand quelqu'un travaille en laboratoire, c'est qu'il y a une cascade causale. Ce n'est pas juste des relations causales, mais il y a si vous prenez vous avez le directeur de thèse qui demande au doctorant de faire une mesure, qui a une idée, qui cause un geste, qui cause la manipulation d'un appareil de mesure, qui cause la manipulation d'un instrument de manipulation,
qui cause la modification d'une substance, qui cause le changement dans un appareil de mesure, qui cause lui-même l'état des instruments d'observation, enfin, des yeux, de l'expérimentateur. Alors, ce sont des présupposés qui sont liés à la pratique expérimentale, et on peut transformer ces propositions qui sont locales en propositions métaphysiques, soit par généralisation existentielle, soit en identifiant les propositions universelles dont elles découlent. Alors, je vais vous donner d'un coup. Donc, si on prend, donc j'ai laissé tomber la dernière, parce que c'était plus compliqué avec l'idée de concaténation causale, mais si on prend la première proposition, elle vous donne le réalisme métaphysique, pas au sens de Putnam, au sens général, c'est-à-dire que les réalités physiques existent objectivement, ou que leur existence est indépendante de l'esprit humain. Deuxième sens, alors cette fois-ci, c'est la brutalité, pas au sens du clausien du terme, c'est simplement la brutalité, c'est le fait que les phénomènes ne sont pas facétieux. Alors je ne savais pas comment dire ça, si on a un adjectif en français pour dire que quelqu'un n'est pas farceur. Donc j'ai appelé ça brutalité, mais j'aurais pu... j'ai pensé à idiotie, mais je ne voulais pas insulter les objets immatériels. Ils ne sont pas déconcertants, peut-être. Oui, c'est vrai que j'ai pas trouvé de terme qui faisait vraiment sens. Oui, voilà, ils sont ennuyeux aussi, j'avais pensé. Autre présupposé, donc le présupposé de continuité, c'est-à-dire que les phénomènes varient continuellement. Le présupposé de causalité, c'est qu'il existe dans la réalité des relations causales. Ensuite, on ne prend pas position sur la manière d'analyser au niveau fondamental ces relations causales, mais il existe des relations causales. Et enfin, proposition d'individuation. Donc il existe des substances numériquement distinctes. Alors là, j'ai dégagé quelques-unes des propositions qui doivent être tenues pour vraies si on estime que les lois expérimentalement dégagées sont des connaissances. Et il me semble que ces propositions échappent aux trois reproches qu'on adresse à la métaphysique maximale. Premièrement, c'est que ce sont des propositions qui ne sont pas éloignées de la vie ordinaire. C'est-à-dire qu'adhérer à ces propositions-là, c'est une condition de la survie de l'espèce humaine, à mon avis. Deuxième proposition, c'est que deuxième reproche, c'est que ces propositions sont relativement consensuelles. C'est pour ça que les métaphysiciens vont se disputer sur la manière de les fonder, mais sur ces propositions elles-mêmes, se disputer sur... on peut, bien sûr qu'on trouvera des métaphysiciens pour les contester, mais elles semblent malgré tout relativement consensuelles. Troisième critique, la critique logique, c'est que l'avantage aussi de ces propositions, c'est qu'elles ne sont pas ultimes. Elles sont universelles, mais on peut avoir une proposition universelle qui est fondée par une autre proposition universelle ou par un ensemble d'autres propositions universelles. Donc on ne prend pas position sur les raisons pour lesquelles on trouve ces traits dans la réalité, mais donc ces propositions ne sont pas ultimes, et donc on peut imaginer peut-être qu'elles peuvent être fondées par d'autres propositions qui seraient plus fondamentales ou par d'autres manières encore. Donc ça, c'était pour répondre aux trois critiques, mais pour finir de répondre à l'argument positiviste, il reste encore une chose à faire, il reste encore à montrer que ces propositions minimales permettent de justifier des propositions qui concernent les réalités inobservables. C'est ce qu'on va essayer de faire pour terminer. Donc si on prend la première proposition, c'est à partir de l'idée de réalisme métaphysique. Donc si on prend la première proposition, l'existence des réalités physiques est indépendante de l'esprit humain. Deuxième proposition qui semble définitionnelle, la différence entre observable et inobservable dépend des humains. Par conséquent, l'existence de réalités physiques ne dépend pas de la différence entre observable et inobservable. Donc ce n'est pas un argument qui est très fort, mais semble en tout cas montrer que s'appuyer sur la différence entre observable et inobservable pour dire que les inobservables n'existent pas n'est pas légitime. A priori, les inobservables existent parce que le réel ne dépend pas de nous. On peut ensuite utiliser le principe de la brutalité physique ou alors du caractère non déconcertant de la physique en ajoutant une prémisse. C'est-à-dire que seule l'existence de phénomènes naturels facétieux expliquerait la différence entre observable et inobservable, et que la différence entre observable et inobservable corresponde à une différence de nature. Parce que ça serait quand même très très étonnant si le grain de perception des humains correspondait exactement au moment où la nature se met à agir de manière différente. Là, on serait en droit de se dire, la nature a voulu vraiment... Enfin, il y a un mal-génie qui est présent dans chaque atome, chaque objet inobservable, puisqu'il semblerait que la manière dont peut-être qu'un exemple très simple, c'est que si jamais j'étais... la manière dont derrière, j'étais habillé en jaune fluo,
Souvent, quand je donne des exemples comme ça que j'improvise, je donne les pires exemples possibles et j'ai toujours peur qu'il y ait des psychanalystes dans la salle. Mais si jamais donc j'ai du jaune fluo dans mon dos et que j'ai réussi à m'installer exactement de manière à ce que vous ne voyez pas ce jaune fluo, c'est que ma position a été prise délibérément pour vous tromper. Donc la limite entre ce que vous pouvez observer et ce que vous ne pouvez pas observer, la condition serait la condition de mon comportement. Donc ça, on peut le comprendre, c'est ce que fait le magicien. En fait, il se positionne de manière à ce que la différence entre ce que le public peut observer et ne peut pas observer corresponde à des différences réelles. Mais ça semblerait vraiment étrange que les inobservables se comportent de cette manière-là. Et donc, on peut à ce moment-là présupposer conclure plutôt qu'il n'y a pas de différence de nature entre les observables et les inobservables. Donc, ce qu'on sait à propos des observables, on le sait aussi à propos des inobservables. Évidemment, il faut retirer des observables les qualités secondes qui sont liées à l'observation. Donc si on parle de la couleur ou du goût, etc., ce sont des propriétés qui sont liées au fait d'être observables, et donc celles-ci, évidemment, on ne va pas les attribuer aux objets inobservables. Mais les autres propriétés, on peut les soit dispositionnelles, soit catégoriques, elles peuvent être attribuées à des inobservables. Raisonnement à partir de la continuité. C'est-à-dire, si on accepte le fait que les phénomènes varient continuellement, et si on accepte la proposition sur laquelle la continuité implique la divisibilité à l'infini, et si on accepte l'idée que dépasser un seuil de grandeur est une condition nécessaire pour l'observabilité, alors nécessairement, il doit exister des parties inobservables des objets observables. Donc nécessairement, si on peut diviser, si un objet est continu et que la continuité implique la divisibilité, il y a de l'inobservable. C'est une conséquence inéluctable. Donc, enfin, argument à partir de la causalité. Donc, peut-être qu'il est un petit peu compliqué à développer. Il me reste combien de temps Normalement, il faudrait conclure. Ah d'accord, il faudra qu'on... J'aimerais juste, donc, parce que j'ai encore un élément à donner, c'est que là, j'ai montré que ces principes impliquent des connaissances au sujet des inobservables, et le principe suivant lequel la connaissance implique la connaissance de la connaissance, un principe de réflexivité, fait que si les scientifiques connaissent ou acceptent ces principes métaphysiques, et si les propositions suivantes que j'ai ajoutées pour conclure à des propriétés des inobservables sont aussi accessibles aux scientifiques, alors ils savent que les inobservables existent. Voilà, donc pour conclure, tout ce que j'ai fait ici, c'est simplement montrer qu'il n'était pas cohérent de la part de l'instrumentaliste d'employer l'argument positiviste. Par contre, je n'ai pas prouvé que les principes minimums étaient vrais ou étaient des connaissances. J'ai simplement dit, si jamais on accepte les connaissances expérimentales, alors ces principes minimums doivent être des connaissances. Mais je n'ai pas prouvé que c'était le cas. D'autre part, mon argument repose sur une concession, et donc je n'ai pas non plus prouvé que les principes métaphysiques maximalistes n'étaient pas des connaissances. Et enfin, donc il y a une objection à laquelle mon exposé est ouvert et qui suppose de travailler davantage, même si j'ai déjà une idée d'une direction à laquelle on pourrait répondre, c'est que cet exposé cet argument est exposé à la question qui a été traitée auparavant, c'est que l'enquête scientifique peut parfois conduire à remettre en question les principes qui guident le scientifique dans son travail expérimental. Donc là, il y a un problème d'ajustement qui doit contraindre l'interprétation qu'on doit faire de ces principes qui conditionnent l'expérimentation ou des principes qui sont le résultat de la théorisation fondée elle-même sur l'expérimentation. Je vous remercie.